sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cet épisode, nous nous concentrons sur un aspect souvent méconnu des enjeux de sécurité climatique, la coopération internationale. Pour en discuter, nous avons l'honneur de recevoir l'amiral Christophe Lucas, directeur adjoint de la Direction des Relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Amiral, bienvenue et merci pour votre temps. Merci, bonjour à vous. Je vais tenter de résumer rapidement votre parcours. Vous êtes le directeur général adjoint de la DGRIS depuis septembre 2022. Vous êtes entré dans la marine en 1988 et votre première partie de carrière a été marquée par un engagement opérationnel, d'abord comme pilote d'Atlantique 2, puis avec 3 commandements différents. Votre carrière en état-major fut également riche et variée, passant de la direction du personnel de la marine au cabinet du CEMM, en passant, et je précise pour nos auditeurs que le CEMM c'est le chef d'état-major de la marine, en passant par le cabinet du ministre des Armées. En tant qu'officier général, vous avez commandé la force maritime des fusiliers marins et commandos, regroupant l'ensemble des unités des forces spéciales de la marine, et vous avez exercé les fonctions d'autorité de coordination pour les relations internationales pour la marine, avant d'arriver à la DGRIS. Et donc ma première question, amiral, porte sur la diplomatie militaire. Souvent, ce sont des aspects assez méconnus. Le grand public ne connaît pas forcément le rôle du ministère des Armées et de la diplomatie militaire au sein des dispositifs de coopération. Est-ce que vous pourriez évoquer, d'une part, ce rôle de la DGRIS et du ministère des Armées au sein des dispositifs de coopération et les principaux sommets où les questions climatiques sont évoquées, sommets qu'ils soient régionaux ou internationaux? Très bien, ouais, effectivement, le rôle de la diplomatie militaire, on pourrait dire diplomatie de défense, c'est un rôle qui est peut-être pas très connu du grand public. Pourtant, aujourd'hui, dans chaque ambassade, on a un attaché de défense qu'on appelle une mission de défense qui coordonne, qui maintient le bon niveau de coopération au niveau des militaires ou de défense entre la France et le pays partenaire dans le cadre de relations bilatérales, mais aussi de relations multilatérales. Et le ministère des Armées, par le biais de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, pilote ce réseau des attachés de défense pour le compte du ministère. Donc ça, c'est vraiment le rôle clé un petit peu de la DGRIS dans ce rôle de diplomatie militaire ou diplomatie de défense. Et plus principalement, si on rentre un petit peu dans la question des changements climatiques, c'est aussi un des sujets qui est traité directement par la DGRIS. Et de quelle manière, en fait, à travers quelle participation, au sein de quel sommet, par exemple? La DGRIS va être impliquée dans un certain nombre de sommets. Je peux en citer les principaux qui peuvent concerner le ministère des Armées. On a finalement des enceintes qui peuvent être des enceintes internationales très larges, avec des grands sommets qui sont très connus, comme le Shangri-La Dialogue à Singapour, dont le dernier a eu lieu le week-end dernier. D'accord. Le Resina Dialogue qui a lieu en Inde, et puis vous avez aussi le Manama Dialogue qui a lieu à Bahreïn. Voilà, ça, c'est ces 3 grands sommets qui sont plutôt du niveau des ministères des Armées ou des ministères des Affaires étrangères. Il y a des dialogues plus spécifiques et régionaux. On peut parler par exemple du dialogue du plateau des Guyanes, qui concerne plutôt la partie est du Brésil. Vous avez des dialogues qui sont également régionaux et assez spécifiques, et vraiment spécifiques au ministère des Armées. Il y a le SPDMM, qu'on appelle aussi SPADM chez les Néo-Zélandais, qui est le South Pacific Defense Ministerial Meeting. Donc c'est la réunion des pays, des ministres de la Défense ou des ministres des Armées des pays du Pacifique Sud. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu sur ce sujet-là. Ça a lieu chaque année également et c'est organisé par un des États membres de ce Pacifique Sud. Vous avez également des enceintes qui sont très spécifiques au ministère des Armées, comme au sein de l'ASEAN, donc qui est l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, qui a une émanation qui s'appelle l'ADMM+. Bon, je vais essayer d'éviter d'avoir trop d'acronymes, mais on est un peu champion du monde dans le domaine. Donc ce sont l'ASEAN Defense Ministers Meeting+. Là aussi, je reviendrai un petit peu, mais ça représente à chaque fois dans ces structures, on a les pays membres et puis on a des observateurs qui viennent s'agréger autour. Donc pour ça, vous avez le terme de plus. Donc là, ça réunit les 10 pays, les 10 membres de l'ASEAN, et puis vous avez 8 partenaires qu'on appelle le dialogue qui sont dans cette association. Et puis après, vous avez des séminaires ou des forums de niveau infra, comme vous pouvez avoir de façon conjoncturelle, comme avec la mission Jeanne d'Arc qui a lieu en ce moment, qui a une partie de sa mission qui est autour de l'Amérique du Sud et qui organise à certaines de ses escales un certain nombre de séminaires qui vont traiter des sujets de défense de façon générale ou de sujets comme celui qui nous rassemble aujourd'hui sur le changement climatique et ses conséquences dans le cadre des escales de ce bâtiment.
Jeanne d'Arc, pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement la marine, c'est quoi? Alors, c'est une mission qui a lieu annuellement, qui est un déploiement avec 2 bâtiments, qui a le cœur de la mission au départ et la formation des officiers élèves issus de l'école navale ou d'officiers sous contrat. Bref, c'est une formation à la mer, ce qu'on appelle une école d'application, et qui se met en place dans le cadre d'un déploiement opérationnel qui a lieu à travers le monde, qui à la fois permet aux futurs officiers de pouvoir s'approprier et puis s'aguerrir à un déploiement de longue durée et en même temps apprendre leur métier de façon très appliquée, donc à la mer. Et cette mission, en plus de cette mission de formation, elle s'appuie notamment sur un substrat opérationnel. Pour donner quelques exemples, quand la mission Jeanne d'Arc part en océan Indien, elle peut conduire des missions de lutte contre la piraterie en étant rattachée à la mission Atalanta. Et voilà, ça donne le substrat, c'est le substrat opérationnel. Donc c'est à la fois une mission opérationnelle et de formation. Et il y a un petit côté de diplomatie, puisque vous évoquiez ces conférences ou ces liens des officiers stagiaires. Je ne sais pas comment on appelle. Oui, c'est des officiers élèves. Okay. Mais c'est assez naturel, les missions de déploiement des bâtiments de la marine. Il y a un volet de diplomatie navale qui a été conceptualisé et théorisé assez longuement il y a quelques années déjà, par Hervé Couto-Begari, mais qui est une vieille histoire, puisque cette diplomatie navale, elle est consubstantielle, elle est liée directement à la capacité des bâtiments de se déployer dans le monde et de pouvoir à la fois rayonner, agir, coopérer et être finalement un substrat, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour créer des événements dans le cadre de relations internationales. Et pour continuer sur les sommets dont on a parlé, est-ce qu'il y a des objectifs au sein de ces sommets? Quels sont-ils? Comment la France se positionne dans les discussions qui peuvent avoir lieu, notamment et en particulier sur les questions climatiques? Alors sur les questions climatiques, je trouve qu'il y a intrinsèquement le sujet du changement climatique, c'est un sujet qui est à la fois transverse, qui touche tout le monde, qui a une portée mondiale, on emploie souvent le terme de consensuel, ce qui n'est pas forcément, je trouve, le terme le plus adapté, mais en tout cas, il y a un côté mobilisateur et qui peut dépasser des clivages ou des intérêts divergents. L'intérêt de ces sommets, avec ce sujet, c'est justement de pouvoir réunir les gens sur un sujet sur lequel ils sont capables de se mettre autour de la table et de parler entre eux. Le deuxième intérêt aussi, c'est sa régularité. Donc la régularité de ces sommets qui permet de faire avancer un certain nombre de projets, de faciliter naturellement les échanges, et puis de maintenir un bon niveau de coopération avec les partenaires avec lesquels on dialogue. Et c'est souvent quelque chose qui est très favorable finalement dans ces sommets où on apprend à se rencontrer, on peut élaborer des projets et des initiatives ensemble. Il y a un rôle de facilitateur quand les catastrophes arrivent, puisque les conséquences du changement climatique du changement climatique, c'est justement souvent un dérèglement et donc des conséquences catastrophiques. Donc ça permet aussi de faciliter la mise en œuvre de mécanismes d'intervention, de pouvoir aider, soutenir les pays qui en ont besoin quand les catastrophes arrivent. Ça, on le fait effectivement au travers de ces sommets. Il est vrai qu'on le fait aussi dans d'autres enceintes, puisque l'Union européenne en elle-même a aussi sa propre démarche. On pourrait même parler de l'OTAN qui l'a également, et puis évidemment de l'ONU en amont. Et pour revenir plus spécifiquement au sommet, il y a quand même, je trouve, quelques grands objectifs qui remplissent bien ces sommets. D'abord, ça donne un coup de projecteur. Je trouve que ça, c'est vraiment, ça participe de la prise de conscience générale. Donc, en insistant sur un sujet en particulier, on a tous en tête la COP21 qui avait permis de lancer un certain nombre de projets d'initiative, et notamment la signature des accords de Paris. C'est aussi l'occasion de partager les bonnes pratiques, comme disent les anglo-saxons, les best practices, qui permettent justement, c'est entre guillemets gratuit, consensuel, mobilisateur, et on peut largement échanger sur ce sujet-là. Ça permet aussi de décliner ces rencontres, comme je disais, en un certain nombre de mesures concrètes, parce qu'à la fin, avoir des réunions pour des réunions, évidemment, ça n'a pas de sens. C'est avoir des réunions sur des objets concrets, des initiatives concrètes qui permettent, le jour venu, et les jours arrivent régulièrement, que l'on puisse agir concrètement ensemble et efficacement ensemble. Alors, je pense que ça, c'est quand même les points principaux. Et dans ce cadre-là, la DGRS, dans chacun de ces forums, suivant les différents niveaux que je vous ai exposés, eh bien, elle vient à la fois
souligner, porter, rappeler la position française, mais aussi partager ou être leader dans un certain nombre d'initiatives dans l'action qu'elle veut porter. Et avant de parler peut-être plus précisément de la position française, détailler ou préciser, vous parliez de mesures concrètes, comment est-ce que ça se matérialise vous aviez évoqué la COP21, donc dans les négociations climatiques internationales, on s'est réunis, l'idée était d'arriver à un traité, j'imagine que c'est pas l'objet de sommets militaires, mais ces discussions et cette diplomatie militaire au sujet de la sécurité climatique, sur quoi ça débouche, sur quel type de coopération ça peut déboucher, et quels ont été les sommets qui ont été moteurs de ce type de coopération. Si je reprends un petit peu dans l'ordre vos questions, d'abord je pense qu'on peut faire un petit peu d'historique avant de voir quelles ont été les mesures concrètes qui ont été faites dans lesquelles auxquelles la France participe, et puis peut-être aller plus profondément dans la partie du SPDMM, qui est vraiment un outil extrêmement concret dans le cadre de ce sujet-là. Il y a quelques sommets qui ont marqué, à mon avis, un tournant dans la prise en compte de ces sujets climatiques en tant que menace pour la sécurité et puis pour la stabilité des États. Je reviendrai plus précisément dessus parce que le SPDMM date de 2012, ça a été annoncé par nos amis australiens à l'époque, c'était au Shangri-La Dialogue. Ouais, on voit le lien entre les différentes structures qui peuvent exister, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Moi, j'avais été marqué par deux images qui sont en marge de ces... je fais une petite digression en marge de ce sommet. Il y avait eu... je crois que ça devait être en amont de la COP26. C'était le ministre des Affaires étrangères de l'archipel des Tuvalu, c'est M. Simon Koffé, qui avait fait son discours les pieds dans l'eau pour alerter, pour marquer un petit peu le risque que représentait la montée des océans. Et d'un point de vue vraiment personnel, j'avais fait justement pendant la mission Jeanne d'Arc, je commandais la frégate qui accompagnait le bâtiment, le BPC à l'époque, le porte-hélicoptère amphibie, et on était en escale aux Maldives, et on était reçu par le président des Maldives, qui est à l'époque M. Mohamed Nasheed. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image en 2009 où il fait son conseil des ministres sous l'eau avec des bouteilles de plongée. Voilà. Et c'était l'occasion, on avait pu en parler avec lui directement en la rencontre qu'on avait eue avec lui. Voilà, c'était à la fois ces sommets internationaux qui viennent braquer les projecteurs et des messages forts qui sont notamment portés, avec des images fortes qui sont portées par des pays qui sont directement concernés, parce qu'ils sont insulaires, par les conséquences du changement climatique. Pour continuer sur la manière dont la France se distingue ou s'engage au sujet de la sécurité climatique, au sein des différents et nombreux forums que vous avez mentionnés, comment se structure la position française? Quels sont les atouts de la France? Qu'est-ce qui est fait pour que la France puisse coopérer avec les pays qui en font partie? Alors je trouve que la question, c'est finalement une question des atouts. Je vais faire un bon plan en 3 parties avec... je pense que dans les atouts, il y a d'abord une affaire de stratégie, il y a une affaire de légitimité par l'expertise, et puis ensuite il y a la volonté claire de partager cette expertise avec nos partenaires ou les pays avec lesquels on coopère. Pour la stratégie, évidemment le premier point et le domaine dans lequel la France était assez pionnière, et même pionnière, c'est la stratégie climat et défense qui était sortie en avril 2022. Qui était une première au sein même de tous les pays de l'Union européenne et qui a, alors c'est pas être présomptueux, mais qui a, je pense, servi aussi peut-être d'aiguillon et en tout cas de guide pour les pays suivants. Ça, c'est vraiment le point de départ. Et cette stratégie, c'est vraiment à la fois visé à adapter notre appareil militaire aux enjeux climatiques. Donc, c'est une stratégie qui finalement est très articulée, à la fois sur les conditions d'opération dans lesquelles les armées vont être appelées à opérer du fait des changements et des dérèglements climatiques. Enfin, les deux sont intégrés dans cette stratégie. Ça concerne le matériel, finalement, avec un matériel qui va être... Quels sont les équipements avec lesquels on va pouvoir mener nos opérations face à ces changements climatiques? Parce que finalement, c'est opérer dans les endroits qui sont plus chauds, plus froids ou plus rudes, avec des matériels qui seront mis à l'épreuve et qui souffriront davantage. On peut penser les problèmes des batteries, des surchauffes qui peuvent être associés.
le dépôt de micro-organismes dans les coques, sur les coques des bâtiments de combat sur les bateaux, le surchauffe des moteurs, l'ensablement des véhicules, bref, ou alors des très grands froids. Il y a un volet aussi sur comment on adapte nos infrastructures aussi à ces changements climatiques, comment aussi on minimise notre propre rejet, notre propre émission de CO2, donc à la fois dans l'infrastructure de nos équipements, mais aussi dans l'infrastructure de nos bâtiments, mais aussi de nos propres équipements. Et puis comment on envisage nos interventions, les conditions d'intervention et les interventions que pourraient faire les forces armées liées à la conflictualité qu'entraînent les changements climatiques. Donc finalement, il y a à la fois le domaine équipement, infrastructure, minimisation des émissions des équipements militaires, et puis à la fin, conditions dans lesquelles le changement climatique peut nous amener à opérer. Ça, c'est un petit peu le volet stratégie. Ça, c'est le premier point, je pense, qui est la façon dont se dessine la position française et les atouts qu'elle a. Le deuxième point, c'est sa légitimité par l'expertise. Alors, tout d'abord, parce que la France connaît, ne serait-ce que par ses départements, territoires d'outre-mer, les conséquences du changement climatique pour des territoires insulaires. Donc on le vit comme les pays voisins qu'on a dans l'Indo-Pacifique, qu'on a dans les Caraïbes, bref, sur les mers du monde. Donc on est nous-mêmes impliqués, donc on a cette expertise de connaître ces conséquences. On a l'expertise d'intervenir et d'agir dans ces zones au travers soit de catastrophes naturelles et d'appuis que les armées françaises ont pu apporter, ou simplement par le biais d'exercices qui nous permettent d'associer un certain nombre de pays avec lesquels nous coopérons face à avec des scénarios d'exercice qui sont ceux de catastrophes naturelles. Alors, ce qu'on appelle HADR, le Human Assistance for Disaster Relief. Et alors, on a deux grands types d'exercices pour l'illustrer. On a l'exercice Marara qui a lieu en Polynésie française, et puis l'exercice Croix du Sud, qui est un exercice qui a lieu au large de la Nouvelle-Calédonie avec les forces françaises qui sont en Nouvelle-Calédonie. Et le dernier qui a regroupé plus de 3000 personnes avec une vingtaine de bâtiments de tous les pays de cette région, et qui permet justement d'entraîner les pays à travailler ensemble, d'améliorer leur interopérabilité, le terme, donc être capable de travailler ensemble, ne pas attendre le jour de la catastrophe pour apprendre à se connaître et à développer des procédures qui nous permettent d'être efficaces le jour J, et puis que les gens apprennent à se connaître, ce qui est quand même la première des règles et des atouts pour bien agir efficacement. Ça, c'est le volet expertise, et cette expertise, on cherche à la partager. Alors, elle est partagée par l'exercice tel que je pouvais vous l'exprimer, mais elle est aussi partagée dans des enceintes dans lesquelles nous sommes invités. Je vous parlais au début de l'ADMM+, donc, qui est cette enceinte de l'ASEAN, donc l'association des pays du sud-est de l'Asie, avec son émanation du ministère de la Défense, et qui permettent dans ces enceintes de partager ces bonnes pratiques, cette expérience. Ils ont des groupes de travail auxquels nous participons comme observateurs, et nous avons l'occasion de venir apporter notre pierre à l'édifice d'amélioration des dispositifs qui peuvent être mis en place. Voilà, c'est quelque chose d'assez concret, parce que finalement, c'est quoi ? C'est des procédures, c'est des façons de communiquer, l'organisation du commandement des opérations, voilà, au travers des expériences que nous pouvons avoir. Donc voilà, c'est trois atouts, à la fois une stratégie, une expertise et le partage de cette expertise. Et toujours pour rester, j'y pensais en vous écoutant parler de la Nouvelle-Calédonie et des pays frontaliers qui sont donc eux aussi exposés aux impacts du changement climatique. Le SPD même, est-ce que c'est lié à un autre forum international de pays du Pacifique Sud ? Comment en fait il est constitué, cet autre forum parallèle qui est aussi dans l'Indo-Pacifique ? Est-ce qu'il s'occupe lui aussi de sujets de HADR justement ? Et comment est-ce que les ministres de la Défense coopèrent dans le Pacifique Sud au sein de ce forum en particulier ? Alors effectivement, le SPDMM, c'est une réunion ministérielle, le South Pacific Defense Minister Meeting, qui a été lancé par les Australiens en 2012, qui réunit chaque année les ministres de la Défense, des forces armées ou les hautes autorités militaires de pays du Pacifique Sud, avec l'Australie, le Chili, les Fidji, la France, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Tonga. Et il y a 3 pays observateurs qui font partie du SPDMM, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni.
Voilà, c'est la seule instance aujourd'hui multilatérale qui réunit les ministres de la défense des pays du Pacifique Sud au sens étendu du terme. Ce qui est intéressant avec ce SPDMM, c'est à la fois son haut niveau de représentation, puisque c'est un niveau ministériel. Le dernier a eu lieu avec les différents ministres en décembre 2023. Et l'ordre du jour du SPDMM, donc finalement ce qui en fait l'agenda, il est vraiment tourné vers le changement climatique et ses impacts, vers la préparation à l'intervention des forces armées en cas de catastrophes naturelles, et également la question de la sûreté des espaces maritimes dans ce cadre-là. C'est à la fois une instance de dialogue, d'échange et de coordination. Au-delà du fait qu'il y a une connaissance mutuelle qui se développe au travers de ce SPDMM entre hautes autorités ou ministres, évidemment, il y a quand même un certain nombre de points très clés, comme celui du développement de l'interopérabilité. C'est comment on travaille ensemble, comment on agit ensemble de façon rapide et efficace. Ça se joue aussi en déclinant ce SPDMM en un certain nombre d'exercices qui permettent de jouer sur le terrain de façon concrète les points qui ont été vus au niveau des ministres. Est-ce que Croix du Sud, ça fait partie de ces exercices-là? Alors en fait, on labellise certains exercices sous un timbre SPDMM, okay. Et sinon on a des exercices qui peuvent être autonomes. D'accord. Et puis, dans ce cadre-là, il y a aussi le développement d'échanges d'informations pour pouvoir effectivement améliorer notre interopérabilité entre nous. Il y a des sujets qui sont aussi dans le cadre de la sûreté des espaces maritimes, la question de la pêche par exemple, qui en fait partie, et donc protection de la biodiversité, protection des intérêts des pays dans leur zone économique exclusive. Voilà, l'agenda est assez large, et il est vraiment tourné vers la question du changement climatique et sécurité environnementale au sens large, puisque la protection de la biodiversité, on le rentre parfaitement dans cette acception. La dernière réunion a été organisée en 2023 à Nouméa. Elle a été accueillie c'est la première fois qu'elle était accueillie par la France. Ça permettait aussi de partager cette expertise dont on parlait et de faire avancer les sujets de lutte contre le changement climatique et des conséquences qui y sont associées. Quelques mesures concrètes pour illustrer un petit peu tout ça quand même, hein, donc qui ont pu être décidées et à la dernière session en décembre 2023. Il y a eu le lancement de l'Académie du Pacifique. Donc là, on est vraiment dans la logique de formation. C'est avant d'intervenir, il faut qu'on soit formé. Donc c'est une capacité de formation dans différents domaines et pas uniquement dans un domaine militaire. Ça peut être aussi dans des domaines qui relèvent de la sécurité civile. C'est très lié avec l'intervention qu'on peut faire en cas de catastrophe naturelle. Elle est tout à fait complémentaire de ce qui se fait avec les autres pays du SPDMM. Je pense par exemple à ce qui est fait au Fidji avec le camp Black Rock. On a d'ailleurs un officier coopérant qui est intégré dans ce camp Black Rock. Il y a le développement d'un réseau de points de contact climat qui peut relever du sujet académique, c'est-à-dire de pouvoir mélanger et échanger sur les sujets académiques, les recherches qui peuvent avoir été faites ou faites dans les différentes structures, soit universitaires, soit de think tanks, soit de dispositifs de recherche dans les différents pays du SPDMM. C'est aussi un volet qui, alors ça va forcément vous parler, qui a une logique de prise en compte et de prospective sur le sujet des changements climatiques. Il y a l'élaboration d'un guide d'interopérabilité, donc c'est quelles sont les procédures que l'on applique si on doit intervenir ensemble dans le cas d'une assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle. Là aussi, c'est pour gagner en efficacité. Et ces guides d'interopérabilité, on les joue dans les exercices qui ont pu être labellisés SPDMM ou qui auront lieu spécifiquement dans le cadre du SPDMM. Il y a l'établissement d'un cadre de partage d'informations. Ça, c'était aussi pour améliorer l'efficacité. Et puis, il y a des initiatives qui ont pu être lancées, comme l'Australie a lancé le Pacific Response Group. C'est comment on pré-identifie un groupe capable d'intervenir en cas de catastrophe naturelle. Donc, de gagner encore du temps et en efficacité. Vous mentionniez l'action de l'Australie, l'initiative australienne. Vous avez également mentionné la manière dont les États du Pacifique se mobilisent au sein de SPDMM. Est-ce qu'il y a des acteurs, alors forcément ma question porte plutôt sur des acteurs étatiques, est-ce qu'il y a des États au sein de ces discussions qui sont particulièrement moteurs, qui vont être particulièrement engagés? Alors sur les acteurs les plus engagés, je pense que les plus impliqués, les plus concernés sont
sont très actifs dans ces sommets. Et en particulier, je pense aux pays du Pacifique Sud, qui eux, sont extrêmement exposés du fait de l'urgence climatique, du risque de montée des eaux, de la montée des eaux, qui d'ailleurs, il y a l'expression qui est souvent employée de ces pays qui réclament une justice climatique de ce point de vue-là. Alors, il est vrai que la France, de son côté, du fait de sa proximité avec ces différents États, et puis du fait de son expérience et de son expertise de terrain, elle peut et elle se veut aussi être le relais de ses voix dans les différentes instances multilatérales. C'est vraiment le fait d'être présent pour ces pays, il y a un caractère qu'on pourrait qualifier d'existentiel. Moi, je me souviens avoir entendu l'intervention du ministre de la Défense, qui est un peu plus large son portefeuille, M. Pio Tikodo-Adua, qui est fidjien, qui intervenu au Shangri-La Dialogue en 2023. Et alors que le débat était très tourné vers la confrontation des puissances, la compétition sino-américaine, qui lui rappelait, il prenait une image qui était assez intéressante, qui disait que quand dans la jungle deux éléphants se battent, le premier qui souffre ou la première qui souffre, c'est l'herbe. Et il utilisait cette image un peu pour dire, voilà, cette compétition sino-américaine, on la comprend bien, mais nous, notre première priorité, notre premier danger, notre premier risque, la première menace, c'est cette conséquence, ce sont ces conséquences liées au changement climatique. Les acteurs sont effectivement très variés. Là, je vous ai donné une version régionale plutôt de ces pays qui sont structurellement exposés. On a aussi des acteurs variés dans ce domaine des discussions sur la sécurité environnementale, que ce soit à la fois pour la partie sécurité environnementale des autorités militaires, des chercheurs, des organisations non gouvernementales, les homologues étrangers à tous les niveaux qui peuvent intervenir. On se fait partie des gens qu'on reçoit aussi dans les séminaires qu'on peut organiser. Je parlais celui organisé en marge de la mission Jeanne d'Arc pour pouvoir traiter de ces questions-là dans les ports qui sont visités. On retrouve la même logique avec les missions de déploiement lointains de l'armée de l'air, notamment en Indo-Pacifique, avec les missions type Pégase, qui organisent aussi ce genre de séminaire lors des déploiements dans certains pays. Voilà, et ce sont des acteurs qui vont aussi faire entendre leur voix à différents niveaux. Mais je voulais juste insister sur le côté pays insulaires qui sont forcément très impliqués dans ces discussions. Vous parliez de voix, de différentes voix. Est-ce qu'entre ces acteurs, il peut y avoir des divergences ? On se pose un peu la question des rivalités qu'on peut avoir dans ce genre d'enceinte et sur le plan de la sécurité climatique. Je pense que, moins que de rivalité, on pourrait plutôt parler de vision stratégique ou d'intérêts qui peuvent diverger entre les différents pays. De façon très simpliste, parfois, un État insulaire qui, lui, est directement concerné par la montée des eaux ne va pas avoir les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt ou la même vision, les mêmes considérations qu'un État qui lui est enclavé, qui n'a pas du tout un rapport avec cette montée des eaux, mais qui lui en revanche va souffrir du stress hydrique ou de température ou d'élévation de température ou de chaleur extrême. Donc on va avoir à ce moment-là plutôt des perceptions qui vont être différentes entre les deux. On peut avoir des divergences d'intérêts sur d'autres sujets qui sont liés à la sécurité environnementale au sens plus large, pas uniquement aux parties climatiques. Mais je pense que l'intérêt de ces questions aussi de sécurité environnementale, ou en tout cas de conséquences du changement climatique, c'est de pouvoir trouver un dénominateur commun qui permette à tout le monde de partager, de travailler ensemble et d'être finalement être une base de discussion qui permet d'avancer. Et plutôt que d'attaquer tout de suite des sujets qui pourraient être en divergence, qui finalement ne donneraient pas grand-chose à part des actions séparées et aucune efficacité dans voilà. Il suffit de voir quand une catastrophe arrive, si on prend le Pacifique Sud, la variété, le nombre de pays qui interviennent, qui eux-mêmes peuvent avoir des difficultés à travailler ensemble, et pour autant, ils interviennent tous au même moment pour aider les populations qui auraient subi une catastrophe. Maintenant, il y a des sujets qui, eux, peuvent être plus délicats. Il y a des sujets avec lesquels on peut être plus prudent. Il y en a un en particulier qui n'est pas forcément très connu quand on emploie le terme, mais quand on le décrit, on le voit un peu plus, c'est la géo-ingénierie. Alors, la géo-ingénierie, c'est les actions qui cherchent délibérément à modifier le climat dans le but
d'atténuer le réchauffement climatique. Je veux dire que notre point de vue, il y a quand même quelques réserves sur ces nouvelles techniques. Parce qu'on ne connaît pas réellement les effets à long terme d'une modification du climat qui serait comme ça artificiellement provoquée. Et puis on peut aussi se poser des questions sur l'utilisation de ces techniques plutôt à des fins stratégiques. Si vous deviez résumer en quelques grands points l'avenir que vous voyez à la question des changements climatiques au sein des sommets militaires et de coopération militaire, comment est-ce que vous aborderiez la question ? J'aurais tendance à dire que cette question du changement climatique et des conséquences a vocation à occuper de plus en plus de place au sein des sommets. On voit bien que la trajectoire qui est devant nous n'est pas une trajectoire très positive. En tout cas, on voit bien que les conséquences, elles prennent de l'ampleur. Donc on a ce sujet-là qui est appelé de toute façon à rester en bonne place, voire à avoir de plus en plus de place dans les grands sommets. Face à cela, notre ministère, lui, a évidemment à y prendre toute sa part, à être à la hauteur des défis, des enjeux. C'est pour ça qu'il y a une stratégie dont on a parlé tout à l'heure et qui le précise bien, pour deux grandes raisons. Ce sont des bouleversements qui modifient profondément l'environnement dans lequel on va agir. Donc ça nous concerne en premier lieu, et ça concerne en premier lieu les forces qui pourraient être appelées à opérer. Et le deuxième volet, c'est que c'est aussi une dimension essentielle dans la compréhension de l'évolution de notre monde, au-delà de ce qu'on a vu voir dans le contexte international actuel, mais c'est une donnée stratégique qu'il faut prendre en compte. Et ça, quand on redescend au niveau de la DGRIS, il y a un S à DGRIS comme stratégie. On a un travail d'anticipation stratégique et d'identification de nouveaux risques, nouvelles menaces et nouvelles conflictualités. Et ce travail-là, dont on est responsable, et la prise en compte de cette donnée de compréhension du monde est essentielle dans notre travail. Ça, c'est le volet finalement un peu haut. Le deuxième volet, si on parlait des sommets tout à l'heure, je pense qu'il y a deux défis qui nous attendent, et en tout cas deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est que à la suite des sommets, il faut absolument avoir des mesures concrètes. Donc c'est comme ça qu'on verra que les choses s'amélioreront. Et à chaque fois, et c'est le cas du ministère tel qu'on le voit aujourd'hui, s'il n'y a pas de retombées positives après les sommets, finalement, les partenaires avec lesquels on dialogue, les partenaires avec lesquels on est engagé, ils ne verront pas l'intérêt de ces rencontres. Et finalement, ces coopérations en elles-mêmes finiront par disparaître, ce qui n'ira pas dans le sens d'une amélioration de la sécurité des populations, notamment face aux catastrophes naturelles. Le deuxième défi, c'est qu'il y ait une vraie appropriation des enjeux climatiques à tous les niveaux et l'inclusion des conséquences du changement climatique comme données stratégiques. J'en parlais un petit peu dans les réflexions sur l'anticipation. Elle est structurante et elle doit être systématique, elle doit être systématisée dans toutes nos réflexions et dans toutes nos analyses. C'est quelque chose qui doit irriguer systématiquement toutes nos analyses. En fait, on vient cumuler les crises et il se trouve que les conséquences du changement climatique, ça n'est qu'un élément en plus qui est loin de rajouter de la stabilité, rajoute de l'instabilité et du bouleversement. Donc c'est une dimension qui ne fait qu'amplifier les crises telles qu'on peut les connaître aujourd'hui. Voilà, et je pense que le troisième point dans les réflexions, c'est, on a parlé des sommets, on a parlé de la prise en compte de ces enjeux où on est resté très centré sur changement climatique et conséquences. Je pense qu'il y a une question qu'on peut élargir à la sécurité environnementale de façon plus générale. Bon, c'est un thème qui avait déjà été développé, on en avait parlé ensemble en marge de l'IONS, qui est le symposium des marines de l'océan Indien, qui avait mis ce sujet sur la table comme étant un sujet des différentes marines. Là aussi, c'est encore un autre forum de discussion au niveau des marines de cette zone. Et le concept qui a été défini, alors c'est un Américain, je crois, Arthur Weinstein. Si je relis un petit peu sa définition, c'est qu'il met la sécurité environnementale couvre l'ensemble des problèmes associés à la protection et à l'utilisation de l'environnement. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large que simplement changement climatique. Et dans ce domaine-là, il se trouve que les forces armées et les armées en général luttent contre la destruction environnementale par le biais de différentes missions. Alors celles qu'on
on a souvent entendu parler des missions Harpie, qui sont la lutte contre l'orpaillage, notamment en Guyane. Et il y a des accords qui ont été notamment traités lors de la visite du président au Brésil récemment. Il y a les missions de protection de l'environnement et de préservation de l'espace forestier. En point de vue très, très pratique sur le terrain, il y a la direction de la coopération de la sécurité de défense qui appartient au ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a développé une école qu'on appelle nationale à vocation régionale. C'est comment on forme régionalement des cadres militaires des pays environnants à la protection des ressources naturelles de leur propre pays et à la protection de l'environnement de leur propre pays. Et puis on le voit également dans le cadre de missions de formation qui peuvent être faites par les forces françaises, par exemple celles qui sont actuellement au Gabon, avec des missions d'instruction, notamment de lutte contre l'orpaillage, qui sont élaborées lors des stages qui peuvent être faits dans le combat en jungle pour les partenaires de la région. Voilà. Quelques mesures assez concrètes du travail des armées dans la lutte contre la destruction de l'environnement, donc dans le cadre de cette sécurité environnementale. Merci beaucoup, Amiral, pour cet entretien et pour cette conclusion qui prend un peu de recul par rapport effectivement à notre objet de recherche qui reste le climat et le changement climatique en particulier. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Oui, juste pour conclure, je pense que l'adaptation et l'évolution des missions des forces armées a déjà commencé. On a parlé il n'y a pas uniquement une stratégie au départ, mais il y a aussi des mesures qui sont prises derrière. Et puis, je pense que ces sommets dont on a souvent parlé, qui peuvent paraître des objets un peu éthérés ou qui donnent l'impression de très grandes réunions, je voulais souligner l'intérêt de ces grandes réunions qui, elles, ont des déclinaisons très pratiques sur le terrain, à la fois dans la coopération entre les pays pour qu'ils soient plus efficaces entre eux sur les sujets qui les concernent tous, et également sur l'efficacité des interventions qu'on peut faire au profit notamment des populations et qui sont celles qui sont les plus touchées par les conséquences du changement climatique. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et on vous retrouve très vite pour un prochain épisode sur le front climatique. Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.